Jacques Delarosière. Bonjour. Le déclin français est-il réversible? C'est le titre de votre livre. François Bayrou doit présider dans les prochaines 24 heures et ce mardi une conférence sur les comptes publics. Qu'en attendez-vous? Les comptes publics sont hors contrôle. Il faut bien le comprendre. Depuis une quinzaine d'années, la croissance des dépenses publiques devient folle. Et les chiffres sont atterrants. Alors plus vous empruntez pour payer la dépense publique courante, plus vous vous endettez. Et l'endettement français a atteint aujourd'hui des proportions alarmantes. Il est à 113% l'endettement public par rapport au produit intérieur brut, alors qu'il ne devrait pas dépasser 50 à 60%. Donc nous sommes au double. Notre déficit budgétaire est de 6% du PIB, alors qu'il ne devrait jamais dépasser 3%. Donc notre système de finances publiques, notre système de dépenses publiques, notre système d'endettement est fou. Alors le système d'endettement est fou, c'est ce que risque même de dire le Premier ministre ce mardi. Maintenant, est-ce que vous attendez quelque chose de sa prise de parole? Et selon vous, quelles doivent être les mesures immédiates qui doivent être prises? Les mesures immédiates qui ont été prises dans le budget de 2025 sont essentiellement des mesures sur les recettes, c'est-à-dire sur les impôts. Je pense que ce n'est pas une bonne direction. Alors pardonnez-moi, je vous coupe tout de suite, Jacques Delarosière, parce que précisément c'est une des pistes qui est de nouveau évoquée, notamment dans l'entourage du ministre de l'économie Éric Lombard. Éric Lombard a réclamé ce dimanche 40 milliards d'euros d'économies pour se remettre dans les clous budgétaires, et qui ne sont pas les clous que vous avez définis. C'est des clous qui, selon lui, devraient atteindre un peu plus de 4% de déficit budgétaire. Écoutez, la seule chose qui soit physiquement assurée, c'est l'augmentation des impôts. Et c'est une erreur, parce que, en ce qui concerne les entreprises françaises, tout le monde sait qu'elles sont super imposées, qu'elles payent des prélèvements obligatoires qui sont supérieurs à ceux de pratiquement du monde entier. Et donc, si nous voulons renforcer la compétitivité des entreprises françaises, il ne faut pas alourdir la charge fiscale. Alors, c'est une erreur. Il y a une autre piste qui est évoquée dans l'entourage du ministre de l'économie, c'est celle de supprimer l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Est-ce une bonne idée? Écoutez, ce sont des trucs. Moi, j'ai une conception différente. Le déséquilibre de notre budget est alarmant. C'est pas quelque chose de mineur, c'est quelque chose qui bloque toute l'économie française et qui bloque le chômage, qui bloque la capacité de notre économie à assurer l'avenir. Donc, je me place dans une perspective qui est concrète. C'est celle du fait que les dépenses publiques françaises sont plus importante que celle de la moyenne européenne, à hauteur de presque 10% du produit intérieur brut. C'est énorme. Donc il faut baisser les dépenses. Le sujet, c'est pas de toucher à l'impôt sur les retraités. Le sujet, c'est de réduire les dépenses publiques. Lesquelles? Alors, oui, mais il faut comprendre ce qui se passe. Les dépenses publiques, on ne les réduit pas. J'ai regardé le budget de l'année 2025, il n'y a rien. Il y a un chiffre, mais le chiffre n'est pas étayé par des mesures. Et si vous me demandez de venir au Figaro, c'est que vous avez envie d'avoir
une idée de ce qu'on pourrait faire pour réduire les dépenses publiques. Et oui, et moi je ne vis que sur ces données. Alors, je peux vous dire qu'on peut réduire les dépenses publiques françaises si on s'attaque à une sorte de religion qui s'appelle la religion des services votés. Il faut que les Français comprennent ce que c'est. Oui. Tous les ans, quand on fait un budget, on reporte sur le budget de l'année suivante la totalité de ce qu'on appelle les services votés. C'est quoi les services votés? C'est toutes les dépenses qui ont été précédemment approuvées par des parlements. Et on les laisse religieusement, les strates après strates. On ne remet pas en cause les dépenses qui ont été votées. On ne prend rien en compte. Ouais. On dit simplement, comme ça a été voté par le Parlement, c'est sacré. Et on les reporte. Alors, c'est une bêtise difficilement qualifiable, parce que c'est pas parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, quelquefois il y a 50 ans, une décision par le Parlement français a été prise en matière de dépenses, qu'elle est valable aujourd'hui. Par exemple, vous avez un exemple absurde en tête? Et ça, on n'y touche pas. On dit non, ça c'est les services votés. Jacques de la Rosière, vous avez un exemple en tête de service voté qui est absurde aujourd'hui? Bien sûr. Par exemple? Par exemple, toutes les niches fiscales sont des services votés. Et la niche fiscale était peut-être légitime lorsqu'elle a été créée il y a 15 ans, mais elle ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Il faut le vérifier. Donc il y a certaines niches fiscales qu'on pourrait supprimer, c'est ça que vous dites aujourd'hui? Il faut regarder la validité, la légitimité des strates de dépenses, dont certaines remontent à l'ancien régime et qui sont sacralisées. Et par exemple? Par exemple, il y a des dispositions en matière de foncier qui datent de Louis XVI. Et il n'y a aucune raison pour que ces dispositions soient valables aujourd'hui. Alors, ce que je dis, moi, c'est que il faut que la Cour des comptes, qui est un organe de vérification remarquable, c'est un bijou, la Cour des comptes, que la Cour des comptes regarde précisément les services votés, parce que ça fait 80% du budget, et qu'elle se pose la question que n'importe qui se poserait pour son propre budget des ménages, est-ce que ça vaut toujours la peine de faire ça? Et la réponse sera souvent non. Et alors ça, c'est considérable comme effet de levier. C'est la différence entre la mort et la résurrection. Et je vous dis que si on applique ce principe, et si la Cour des comptes reçoit ce que je préconise, une lettre de mission de son ministre des Finances, qui lui dise de regarder tous les budgets, votés ou pas votés, et de faire une sorte d'échelle dégradée, vous partez du haut, c'est-à-dire par le plus insensé, le plus ridicule, le plus exagéré, et puis vous descendez vers des choses plus normales. Et plus délicates. Et vers des choses plus délicates. Plus délicates ou plus normales. Et si, dans la partie antérieure, celle qui est le désastre le plus absolu, vous trouvez des économies à faire, il faut les faire. Et alors ça, il y a un effet de levier énorme. Alors, je vais vous donner un exemple. Oui, un exemple, et puis après je poserai une autre question. Oui, tous les ans, vous avez 500 000 fonctionnaires qui partent à la retraite. Très bien. On les remplace religieusement à 500 000. Sauf sous Nicolas Sarkozy. On ne regarde pas l'utilité. Si vous faites ce que je dis, c'est-à-dire que vous donnez une lettre de mission à la Cour des comptes pour regarder l'efficacité des dépenses et se dire, si je commençais la France demain, est-ce que je commencerais comme ça? Est-ce que je ferais ces dépenses-là? La réponse est souvent non, je ne les ferai pas. Et donc il faut indiquer au gouvernement, par la Cour des comptes, quelles sont les dépenses les moins efficaces. Et vous n'allez pas me dire que quand il y a 500 000 personnes du service public qui quittent le service public pour aller à la retraite,
Il faut, et c'est écrit dans le ciel, c'est Jupiter qui vous le dit, il faut remplacer ces 500 000 par 500 000. La vérité n'est pas là. La vérité, c'est qu'il faut faire une réduction. Réduction du nombre de fonctionnaires. Et oui, mais si vous la faites, cette réduction, il faut que vous soyez conduit par un ordre de grandeur. Et je vais vous le donner, l'ordre de grandeur. Alors, donnez-moi l'ordre de grandeur. L'Allemagne, qui n'est pas un pays sous-administré, loin de là. L'Allemagne. Dont la population est supérieure. Non, mais laissez-moi donner mon argument. L'Allemagne a 15 millions d'habitants de plus que nous. C'est ça. Il faut les servir en service public, ces 15 millions. D'accord. Ils ont 5 millions de fonctionnaires. Nous, on a 15 millions d'habitants de moins et on a 6 millions de fonctionnaires. Autrement dit, pour une population moindre, nous avons 1 million de fonctionnaires de plus que les Allemands. Alors, j'ai fait toutes les réflexions statistiques nécessaires pour que ce soit très homogène, parce que les définitions ne sont pas les mêmes en Allemagne et en France du service public. Tout ça a été réparé. Les statistiques sont totalement homogénéisées par l'OCDE, j'ai vérifié. 1 million de fonctionnaires en plus pour 15 millions d'habitants en moins. Vous aurez beau m'expliquer que en France, on a un service public extraordinaire, etc. Vous aurez beau me dire ça. La notion d'ordre de grandeur est écrasante. Il faut réduire le nombre de nos sureffectifs en matière de fonction publique. Ça vous donne un effet de levier énorme. Jacques de Larosière, où faut-il tailler dans les effectifs de la fonction publique? Justement, c'est pas moi qui vais vous le dire, parce que je ne suis pas... Il faut dire que c'est sensible, hein, non, mais je ne suis pas équipé intellectuellement et opérationnellement pour vous donner le détail des dépenses inutiles vous avez des idées qui grèvent le budget. Vous avez quelques idées. Et je peux vous dire que je vais vous donner des idées. Vous entrez dans un hôpital en France, vous voyez qu'il n'y a pas assez d'aides-soignantes. Vous le voyez, ça, parce que vous attendez des heures avant de pouvoir avoir le thermomètre, etc. Et vous avez en même temps, dans le même hôpital, des fonctionnaires qui sont en train d'appliquer des réglementations qu'ils fabriquent et qui sont en fait des paralysateurs de l'action de l'hôpital. C'est pas très compliqué de se dire qu'il faudrait avoir moins d'administratifs paralysateurs et un peu plus d'aides-soignants et de médecins. Et voilà un exemple. Mais je peux vous en donner un autre qui est criant. Nos fonctionnaires de l'éducation nationale sont sous-payés quand ils sont agrégés ou capétiens. Ils sont sous-payés. Ils sont payés aujourd'hui comme ils étaient payés, comme étaient payés les instituteurs il y a 40 ans. Et cet écrasement de la hiérarchie salariale dans la fonction enseignante est redoutable, parce que vous n'avez pas de bons professeurs si vous les sous-payez. Alors moi je dis il faut les payer, ça coûte cher bien sûr, mais je vais retrouver de la manœuvrabilité en faisant des coupes là où c'est pas nécessaire. Alors, c'est un point intéressant parce que c'est l'un des thèmes essentiels de votre livre qu'on recommande également. Jacques de Larosière, il y a un point sur lequel j'aimerais bien revenir avec vous. On a parlé de la dette et du budget français, c'est une actualité permanente, mais c'est l'actualité surtout de ce mardi. Il y a une autre actualité qui nous occupe depuis quand même maintenant 15 jours, c'est cette guerre commerciale qui est entrée dans une nouvelle phase avec les annonces de Donald Trump. Première question, avez-vous été étonné ? Avez-vous été... Est-ce que vous avez été étonné par cette guerre commerciale lancée par Donald Trump ? Quand j'ai vu que c'était le président Trump qui était élu président des États-Unis, je n'ai pas été étonné de la guerre commerciale, puisque c'était son combat et sa plateforme électorale. Je n'ai pas été étonné.
Est-ce qu'on peut faire les réformes nécessaires, celles dont vous parlez, en pleine guerre commerciale? Bien sûr, c'est en pleine guerre commerciale qu'il faut les faire le plus urgemment possible. La réforme que je préconise, c'est-à-dire de réduire des dépenses publiques inutiles, est une réforme que tout ménage français fait tous les jours. Et il n'y a pas de raison pour que l'État, qui est le grand dépensier national, ne fasse pas cet effort. Alors, il faut retourner votre question. C'est parce qu'il y a urgence, parce qu'on n'a pas fait les réformes pendant 20 ans, qu'aujourd'hui, en pleine guerre commerciale, il faut les faire, ces réformes. Alors, précisément, est-ce que cette guerre commerciale n'est pas une opportunité pour nous guérir d'une de nos maladies, selon vous, celle de notre dépendance aux importations ? Je n'ai pas regardé le problème sous cet angle-là. Je ne pense pas que l'érection de barrières douanières très, très élevées soit une manière de résoudre les problèmes des balances des paiements commerciales et de notre propension, par exemple, à l'importation. Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. L'erreur que commettent les Américains, c'est de croire que leur déficit, qui est massif et qui est permanent depuis une cinquantaine d'années, leur déficit commercial, ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Cela vient de la méchanceté des gens qui accumulent des excédents sur les États-Unis. Par exemple, je vais vous citer 3 pays qui sont en excédent sur les États-Unis. Il y a la Chine, il y a l'Allemagne, il y a le Vietnam. Alors, ces pays sont considérés par le président des États-Unis comme malfaisants, parce qu'ils ont l'outrecuidance d'accumuler des excédents sur les États-Unis. Alors, cette vue des choses montre une inconséquence totale. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont en déficit commercial ? Ils sont en déficit commercial parce qu'ils n'ont pas fait les réformes pendant 50 ans qui auraient permis, par l'investissement productif, de développer un appareil de production qui aurait été suffisant pour satisfaire les besoins. Ils ne pouvaient pas, c'était la religion du libre-échange mondial, ils ne voulaient pas le faire. Si, ils auraient pu le faire, mais il aurait fallu qu'ils aient une politique budgétaire différente. Au lieu de toujours satisfaire la consommation des ménages, il aurait fallu mettre de l'argent dans l'investissement productif et de construire, en quelque sorte, les États-Unis de demain. Ouais. Or, on a toujours construit les États-Unis d'hier. Et les États-Unis d'hier, ils n'ont pas un système productif qui permet de satisfaire la demande. Alors, les gens achètent des Mercedes et Trump dit c'est scandaleux d'acheter des Mercedes. Mais c'est pas scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est qu'ils sont pas foutus d'en produire des voitures qui plaisent aux citoyens américains. Alors, j'avais un professeur au Fonds monétaire international, dont j'ai été le patron pendant 10 ans. Et il nous disait, si vous voulez trouver l'origine d'un déficit de balance des paiements récurrent, il faut que vous regardiez la politique de prêt, la politique de crédit de cet État. Si l'État fait trop de crédit, il développe la demande. Les gens ont de l'argent facile, ils veulent toujours plus consommer. Mais l'appareil de production, il est resté le même. Et donc, vous butez contre un appareil de production qui ne vous permet pas. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous importez. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis depuis 50 ans. Et on nous dit aujourd'hui, ah ben non, mais c'est les Allemands, c'est les Chinois qui sont épouvantables. Ils ont l'idée d'avoir des excédents. Mais c'est eux qui ont des déficits. Alors, tout ça est absurde. Et il faut maintenant que les États-Unis, comme nous, fassent une réforme de structure qui est simple, qui consiste à dire je vais privilégier la production par rapport à la consommation.
Et ça, vous le développez, vous développez beaucoup cette idée. Dans votre dernier livre, Le déclin français est-il réversible? Je le recommande plus que jamais. Il est court, il est très très instructif, comme il est très instructif de vous entendre et de vous écouter, Jacques de la Rosière. Le déclin français est-il réversible? La réponse est dans la question, mais il faut pour ça le lire, et c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Jacques de la